Excusez-moi, pendant ce temps de latence, pendant lequel les petites mains vont installer les fauteuils, je voudrais vous présenter un livre qui est une synthèse en fait de tout ce que vous venez de voir. Alors, je vais prendre la première, voilà, parce qui va permettre de me présenter. Je suis donc, je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez ou pas ? Voilà. Donc voilà, moi je suis Vladimir Ahmed Lopez, je suis membre de la Fédération internationale de la lecture des opportunités universelles et j'ai écrit un livre qui s'appelle Marketing émotionnel, j'achète. Voilà, donc ce livre que j'ai élaboré, il repose sur l'étude entre émotion et suscitation provoquée chez le consommateur. Je vais vous expliquer pendant qu'on organise le petit salon ma démarche. Alors, voilà. Donc, comme vous le savez, comme ça a été montré à plusieurs reprises, tout part de la perception, de l'attention et de l'émotion. Ce sont ces trois notions qui vont engendrer et qui vont participer à la prise de décision. D'accord ? Mais dans ce schéma, la perception varie selon mes origines, hein, ma perception varie selon mes origines et ma capacité d'ouverture varie. Mon attention, varie-t-elle en fonction de ma capacité d'ouverture. D'accord ? Donc j'insiste sur le fait que origine et ouverture sont vraiment au cœur de ma théorie. Alors là, on commence à voir se dessiner le schéma du consommateur pris par l'axe émotionnel. La théorie que j'ai développée s'appuie sur... s'appuie sur mes expériences d'un côté, hein, puisque j'ai quand même un certain bagage, et d'un autre côté, de mon travail de recherche. D'accord ? Alors pour la clarté de l'exposé, j'ai nommé origine, source, et ouverture, éducation. Voilà donc le schéma du fonctionnement émotionnel du consommateur en fonction de sa position géosociale qui permet de découvrir les opportunités universelles suscitées par la démarche. Alors il y a, j'arrive, excusez-moi, j'ai fini. Juste encore une dernière notion sur laquelle je travaille actuellement, que je n'arrive pas à expliquer, qui s'appelle l'achat compulsif. L'achat compulsif, j'y vais monsieur. L'achat compulsif, donc qui ne répond à aucune logique, qui est complètement déraisonné, l'achat compulsif. Donc je poursuis mes recherches, j'y vais. Je poursuis mes recherches sur l'achat compulsif. C'est pour ceux qui veulent prendre des notes, j'ai ici, merci, j'ai ici le schéma légendé. Attendez, ils vont prendre des notes. Vous pouvez prendre quelques notes. C'est bon ? Sinon, j'ai le schéma, j'ai de la documentation, je peux vous en laisser. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lire mon livre et surtout à l'acheter. Je serai dans les rayons. Je vous remercie. Hein. Je serai dans les rayons. Voilà. On va reprendre notre sérieux. Je propose aux intervenants de la table ronde de me rejoindre sur scène. Ah non, ça suffit. Hein. Voilà, nous voilà tous ensemble pour une table ronde un peu écourtée puisqu'on a pris un peu de retard sur le lancement de cette première séquence du Common Nord Congress. Il est 11h20, donc on a 40 minutes devant nous. Et logiquement, vous avez tous téléchargé une application qui vous permet de poser des questions aux intervenants de la table ronde et je me ferai l'écho de vos questions, en espérant que ça fonctionne. Alexandre, mille excuses. Hein, j'oublie ton nom, les slides, les vidéos ne démarrent pas, voilà. Tu restes quand même avec nous. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, alors, messieurs, pardon, je vous présente Guillaume de la société NHL, donc qui vient seconder Monsieur Deswart, qui tout à l'heure a fait la keynote et avec qui on va creuser le sujet. Alors,
L'intitulé, nous sommes supposés parler utilité, efficacité de cette notion de marketing émotionnel, de faire un peu la synthèse entre tout ce que vous avez pu présenter. Mais avant cela, quand même, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, et même si ça va être évoqué dans les 2 autres séquences de la journée, on ne peut pas faire l'économie de se poser quelques questions éthiques. Lorsque je vous écoute tous, y compris la version académique, Laurent, lorsque je vous écoute tous, il y a quand même peut-être un syndrome apprenti sorcier. Et il y a une image qui me vient à l'esprit, qui est un peu en décalage avec ce dont vous avez parlé, mais je pense que vous ferez quand même le lien. C'est celle de Alex, le personnage de Orange Mécanique, donc roman d'Anthony Burgess. Évidemment, on pense plutôt au film de Stanley Kubrick, donc cette image très forte d'un individu à qui on injecte des gouttes dans les yeux, à qui, grosso modo, on manipule ses émotions pour en faire un mouton, là où auparavant il était un être ultra violent. C'est un peu en décalage face aux notions que vous avez évoquées, mais néanmoins, de la connaissance des émotions de l'individu, est-ce qu'on peut arriver au contrôle des émotions, et où est la ligne à ne pas franchir, où sont les lignes à ne pas franchir? Je remarquerai qu'il y a quand même un terme qui a été évoqué lors de la keynote d'Antoine, c'est le terme IRM. Je pense que le mot neuromarketing a dû être évoqué, qui sont des notions qui aujourd'hui en France sont interdites, ou en tout cas qu'on ne valorise pas outre mesure, contrairement par exemple à la Belgique. Alors, du point de vue de l'académie, quelle est la limite, où sont les lignes à ne pas franchir côté éthique dans cette analyse, cette mesure et cette interprétation des émotions de l'individu? Alors, d'abord, il faut savoir qu'au niveau académique, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de règles d'éthique. Donc, toute expérimentation chez l'humain doit avoir l'accord d'un comité d'éthique où on doit spécifier si les manipulations qu'on fait, qu'on réalise, si les situations expérimentales qu'on crée respectent la dignité humaine. Ça, c'est un point essentiel. Et donc, nous, on ne peut pas s'amuser comme ça, d'une façon aussi simple qu'on peut le voir à la télé ou dans les films, à manipuler les gens. C'est pas possible. Avant, on le faisait. Il existe des tas d'expériences dans les années 60, la fameuse expérience de Milgram, que peut-être Guillaume pourra nous en parler, où on ne se gênait pas pour manipuler les gens. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, nous sommes psychologues. Donc l'idée, c'est comprendre les émotions pour pouvoir les réguler. L'idée, c'est ça. Réguler les émotions, c'est pour aider les gens qui ont des difficultés émotionnelles, des gens qui sont stressés, des enfants qui ont été victimes de harcèlement et qui se retrouvent tellement stressés que tous les apprentissages sont impossibles à l'école, etc., etc. Donc mieux comprendre les émotions, c'est aussi mieux les réguler pour nous. Quant à faire effectivement l'espèce de mythe qu'on entend quand on parle de neuromarketing, de trouver le bouton d'achat, ce bouton d'achat sur lequel on appuie et à l'insu de son plein gré, le consommateur, lui, va acheter, sans même réfléchir. Nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. D'abord, comme tu l'as bien dit, le neuromarketing, c'est interdit en France, c'est autorisé dans d'autres pays, mais pas chez nous. On ne peut pas utiliser les moyens d'imagerie cérébrale, comme ceux qui sont au CHR, pour étudier les zones cérébrales impliquées dans l'achat. Ça, c'est interdit. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, et ça, c'est issu de nombreuses études, on a eu plusieurs conceptions du fonctionnement du cerveau. Au départ, on considérait que le cerveau était quelque chose qui fonctionnait de façon très rigide, avec des aires cérébrales très strictes, etc., etc. Maintenant, on sait depuis une dizaine d'années que c'est pas comme ça que fonctionne le cerveau. Il fonctionne de façon plastique, dynamique. C'est un petit peu l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, où on voyait que toutes les zones du cerveau s'activent dès que je fais quelque chose. C'est la dynamique de fonctionnement du cerveau. Et le cerveau, il est plastique. C'est-à-dire que si vous trouvez le bouton d'achat, eh bien lui, il va le déplacer. Ça, c'est clair. Sinon, ça va se transformer en addiction. Et là, ça devient. Je ne pense pas que les gens qui cherchent à mieux vendre leurs produits cherchent à rendre addictifs les consommateurs. Nous, ce qu'on fait, par contre, c'est faire en sorte que le produit soit mieux perçu, plus efficace. C'est de l'efficacité publicitaire, pas du choix forcé. Monsieur, réaction sur les... Oui, alors l'exemple d'Orange Mécanique est vraiment très bon, bravo. Laurent. Dans le cas d'Alex, ce que nous montre le film ou le roman, c'est la manipulation d'un individu parce qu'on le conditionne et parce qu'on renforce sa réponse à plusieurs stimuli.
C'est pas du tout ce qu'on a montré ce matin. Ce matin, ce qu'on montre, c'est qu'on s'intéresse aux réponses des consommateurs à des stimuli qu'on ne manipule pas, le moins invasif possible, donc le plus en phase avec son environnement de consommation habituel. Et on va aller chercher des vérités, des réponses, des mécanismes qui nous permettent de mieux connaître le consommateur. Ça n'a rien de nouveau, en fait, avec l'essence même du marketing qui existait avant ça, avant ces mesures physiologiques. Donc c'est pas du conditionnement, donc c'est pas de la manipulation. Et comme l'a expliqué Laurent, si on envisage de manipuler les masses, on peut le faire pour un individu. On voit tous les moyens qui sont déployés dans le film et dans le roman. Si on veut manipuler des masses, ça demanderait des moyens considérables. Ça demanderait d'éteindre la capacité de discernement de tous les individus dès le plus jeune âge pour les rendre sensibles au conditionnement. Donc, bon courage pour ceux qui essayent. Olivier, Guillaume, je ne sais pas si vous souhaitez réagir sur cette question. Olivier, et si vous aviez accès aux émotions de vos consommateurs, ça peut faire peur? Ah oui, alors c'est marrant parce que l'alexithymie, c'est la pathologie qui se distingue par le fait de la capacité de pouvoir connaître ses émotions ou les distinguer. Donc Alex, le personnage de Orange Mécanique, porte ce prénom qui est proche de cette pathologie. Ça peut faire peur, oui, bien sûr, ça peut faire peur. Après, moi, ce que je crois aussi, c'est que Laurent parlait de plasticité tout à l'heure. En 1972, au marathon de New York, il y avait 127 participants. En 2015, ils étaient 50 000. Alors, l'humain du fin du XXe siècle a découvert la plasticité de son corps. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, c'est de rentrer dans les usages que de se dire mon corps, j'arrive à en prendre soin, je cours, je sais ce que ça génère comme effort, comme changement dans ce que je suis. Et moi, je crois qu'on rentre dans l'ère du cognitif aujourd'hui, le XXIe siècle, c'est l'entrée dans la compréhension de la plasticité de son cerveau et qu'on est à l'entrée d'un usage pour le grand public d'outils qui, au-delà du marketing, et là je sors du sujet, vont me permettre de me dire j'arrive à travailler sur des performances, sur des capacités comme l'intelligence émotionnelle dont parlait Antoine Desvar tout à l'heure. Autant le QI, vous êtes doté a priori à la naissance, en tout cas à votre âge adulte, autant la capacité à prendre en considération vos émotions, à savoir les maîtriser, à identifier les émotions des autres, c'est quelque chose qui se développe tout au long de la vie. Et je crois qu'on rentre dans quelque chose de formidable, de positif pour l'humain, dans l'Internet des humains, dans la capacité de mieux reconnaître ses émotions, de partager ses émotions avec les autres, et que les technologies sont là pour nous aider à nous révéler au mieux de notre potentiel. Guillaume, vous souhaitez réagir ou... Je voulais juste revenir sur ce qu'on évoquait, donc le Orange Mécanique par exemple. Alors je ne sais pas si il ne faut pas y voir aussi une forme d'image dans le film, puisque Alex est dans la recherche de sensations. On peut peut-être s'imaginer que c'était pour le réalisateur du film ou l'auteur du livre une manière de caractériser l'adolescence, qui est une période où on est beaucoup dans la recherche de sensations. Et au-delà de ça, en fait, ce que je voulais évoquer, c'est la question de l'éthique. Je pense que dans le marketing émotionnel, il faut distinguer l'éthique de la pratique, de la discipline, comme on peut l'avoir, et comme tout à l'heure Laurent l'évoquait, cette éthique de la bonne pratique, comment faire des sciences, les faire avec conscience, et distinguer l'éthique qui est l'utilisation qu'on fait de ce marketing émotionnel. Aujourd'hui, on a des outils puissants, plus puissants que ce qu'on avait auparavant, et donc oui, il faut se montrer précautionneux avec ce qu'on fait. Pour autant, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans le marketing émotionnel, aujourd'hui, en France en tout cas, on est limité sur le type d'études qu'on fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est réunis, et ce qu'on partage tous, c'est une éthique de la pratique, de la science et de la donnée, de ne pas manipuler la donnée pour lui faire dire des choses qu'elle ne dit pas. Alors, en filigrane, on va parler d'efficacité. Je reviens vers l'académie. Aujourd'hui, Laurent
le cerveau un système global, est-ce que c'est pas encore aussi un continent inconnu? Nous ne sommes qu'au début de ces pratiques, de ce savoir. Donc, quel est comment peut-on mesurer le degré de fiabilité d'outils et de pratiques tels qu'on a pu les découvrir ce matin? Je suis un petit peu pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Moi, quand j'étais étudiant, il y a un certain nombre d'années, j'ai été formé à l'utilisation de ces machines. On avait des électrodes, on avait des ordinateurs, c'était des pièces, il fallait une climatisation pour rafraîchir tout ça, mais on le faisait exactement la même chose. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on puisse faire ça dans la vie de tous les jours. Ce qu'a présenté Olivier avec le bracelet où il se mesure en temps réel ses émotions. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est pour ça qu'on met le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, dans notre laboratoire, parce que ça va nous permettre de faire progresser nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau, mais dans des situations les plus écologiques possibles. C'est-à-dire que plutôt que de se situer dans un laboratoire, dans un environnement très contrôlé, maintenant on peut sortir. On peut sortir dans la rue et étudier comment les gens réagissent dans leur voiture, pourquoi une colère peut déclencher un accident, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça. Donc nous, au niveau académique, au niveau scientifique, non seulement ce sont des techniques qu'on utilisait déjà, mais surtout, ça va nous donner accès à des données qu'on n'avait pas accès jusqu'à présent, c'est-à-dire le big data. On va pouvoir travailler sur des populations très importantes, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un axe de recherche fondamental. Mais la fiabilité? Alors c'est très fiable. Alors après, la question des outils techniques que l'on utilise, hein, des petits bracelets ou des outils portables, là, cette fois-ci, bien évidemment, il faut les adapter. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on les compare à des machines existantes, à des machines de référence, des machines professionnelles, des machines qu'on utilise dans nos activités de laboratoire de tous les jours. Et alors, on peut valider à partir de ce moment-là tel ou tel dispositif en disant les résultats obtenus avec un dispositif classique et un dispositif moderne, un bracelet, sont les mêmes. Et donc, on valide, oui, objectivement, et c'est très fiable et c'est scientifique. D'accord. Donc, la mesure des émotions telle qu'on l'a vu ce matin, aujourd'hui, c'est une donnée fiable, donc qui prend le dessus sur toutes les pratiques précédentes, du coup. On a parlé de focus group, on a parlé effectivement... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, ça vient supplanter ou ça vient enrichir? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, chez Perceptio, c'est pas ce qu'on croit. Je laisserai mes collègues se prononcer, mais nous, on vient combiner la mesure des émotions aux mesures déclaratives, aux mesures traditionnelles, parce que on n'a pas la prétention de venir remplacer un modèle existant qui marche bien aussi. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça peut mieux marcher avec la mesure des émotions et qu'en combinant nos mesures avec les mesures déclaratives, on obtient un enrichissement jusqu'ici inaccessible, qui est lié à tout ce qui est non conscient. Ça nous a permis, par exemple, sur une étude Nestlé, de mettre en évidence une réponse déclarative d'une cible publicitaire qui était... ultra rationalisé, qui n'était pas authentique, et ça nous a permis de savoir pourquoi. Donc on va au-delà du déclaratif, mais on y va avec le déclaratif. Alors nous, on a un cas de figure un petit peu paradoxal, contradictoire par rapport à ce que vient de dire Alexandre, même si je suis d'accord avec lui sur le fond. On a mené là récemment une étude pour Kipsta, la marque football de l'univers Decathlon. Une étude pour les ingénieurs produits de Kipsta qui ont créé pour les enfants une chaussure de football avec un lassage facilité. Et leur besoin, leur demande, c'était de mesurer l'activation émotionnelle, la charge cognitive des enfants quand ils lassaient soit la chaussure au lassage classique, des enfants de 10-12 ans. Moi, j'ai un enfant de cet âge-là, je lui ai jamais appris à faire ses lacets parce que voilà. Et soit d'utiliser le système de lassage Easy Lassage de Kipsta. Et ils ont voulu compléter ça de questionnaire. Donc, on a fait la mesure physiologique, objective, de la réaction émotionnelle au travers des données physiologiques. Et aux questions que posaient les personnes de chez Kipsta, systématiquement, les enfants, sur une échelle simple de 1 à 5, 1 très difficile à mettre, 5 très facile à mettre, à chaque fois répondaient 5 sur 5. C'est-à-dire que le déclaratif
connaît des biais qui, chez les adultes, se voient moins. Et chez les enfants de 10-12 ans, c'était criant qu'il était incapable de déclarer. Il y avait l'effet blouse blanche, l'effet Hawthorne, l'effet de je réponds à un adulte, je dois lui répondre, alors c'est ses chaussures, je pense que je dois lui donner une bonne note. Donc la donnée subjective et déclarative a été écartée à 100%. Donc là, on n'est pas dans le combinatoire. Au niveau physiologique, oui, mais le combinatoire, en tout cas au niveau déclaratif, non, a effectivement été éjecté. Oui, je rebondis. On a eu un peu le même genre de résultat aussi, hein, avec la mise en exergue d'un biais du déclaratif, hein, par rapport au physiologique chez des enfants aussi, hein, qui évaluaient des trailers de cinéma et qui ont de grosses difficultés à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent ou leur envie d'aller voir le film, par exemple. Alors qu'au niveau physiologique, on a des choses plus claires. Alors, donc il y a le combinatoire, il y a le fait de faire peut-être sans, donc d'innover. On voit que les deux peuvent fonctionner, enfin les deux modèles peuvent fonctionner. Du coup, votre position, on est aujourd'hui dans un salon professionnel avec des professionnels du marketing et de la communication. Vous êtes des disrupteurs, vous êtes des partenaires. Là aujourd'hui, à court terme, et à long terme, comment vous voyez-vous? Est-ce que vous voyez prendre le dessus sur effectivement les cabinets traditionnels, les méthodes traditionnelles? Est-ce que vous avez une vue globalisante ou vous vous considérez forcément comme des partenaires de gens qui pratiquent depuis longtemps? Moi, je me permets de commencer à répondre. Je crois que ce qui est fort, et félicitations aux organisateurs de l'événement d'avoir rassemblé ici sur le plateau des sachants, des universitaires académiques, des chercheurs et des entrepreneurs dans le domaine économique. On est très peu d'acteurs, hein, on en discutait avec Alexandre tout à l'heure, on est très peu d'acteurs en France sur ce terrain. Il s'avère qu'on est tous dans le Nord. Bon, c'est une chose, c'est un premier constat. Mais si on prend un peu de hauteur, des partenariats, pourquoi pas? En tout cas, il y a une certaine inquiétude à avoir sur le fait qu'aujourd'hui, dans le monde de la donnée qui concerne l'humain, les données sont collectées majoritairement par les GAFAM, hein, les grands opérateurs américains, que ce soit Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, et qu'aujourd'hui, on n'a pas de champion ni européen, ni national. On avait Weezings, hein, qui fait ces montres connectées, qui a été racheté par Nokia, donc on est là dans une dimension européenne intéressante. Moi, je crois qu'il y a une question de souveraineté européenne et française sur les données. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir qui va posséder nos données demain et à quel usage. Et moi, je suis très content de voir qu'il y a des émergences dans la capacité de collaborer entre la recherche et l'entreprise, peut-être de collaborer entre entreprises pour essayer de faire émerger aussi des champions européens sur ce marché mondial qui est le marché de l'humain connecté. Hein. C'est un marché qui est, enfin, plus qu'un marché, c'est aussi un changement de société, quoi. On arrive dans quelque chose qui change, mais vraiment. Hein. Ouais. Juste si je peux me permettre, sans aller aussi loin qu'Olivier dans la réflexion, je pense que revenir sur ce qu'est l'émotion nous éclaire un peu sur cette question de déclaratif, de physio, etc. L'émotion, c'est un phénomène multidimensionnel avec une dimension physiologique, une dimension comportementale, une dimension subjective, et que l'émotion, c'est tout ça. C'est cette somme de différentes facettes. Donc si aujourd'hui, les technologies qu'on vous présente répondent à cette facette physiologique, avec chacun un peu leur point de vue, eh bien, ça n'écarte pas les autres aspects émotionnels. Et je pense que, comme le disait Antoine tout à l'heure, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des mesures de toutes ces dimensions pour savoir précisément ce qui se passe. Alors pour en faire un marché, nous on est complètement dans l'ouverture aussi. On est à fond partenariat parce qu'on a tenté, on a exercé plusieurs partenariats et parfois avec beaucoup de succès, des choses très enrichissantes qui ressortent de ces partenariats. On a l'habitude de collaborer avec d'autres instituts d'études qui manipulent des protocoles plus traditionnels dans l'étude publicitaire et dans l'étude marketing. Des éthologues, je l'expliquais tout à l'heure, par exemple,
des qualitativistes qui vont aller collecter de la donnée déclarative et ensuite on va combiner nos analyses pour adresser un résultat et des conseils toujours plus performants. On a aussi vocation potentiellement à travailler avec les agences de pub, les agences créatives. On le fait depuis... Alors, on existe depuis 4 ans, mais on le fait réellement depuis 1 an et demi. Et pour le peu que les directeurs créatifs n'aient pas trop peur de nous parler, ils se rendent vite compte qu'on est là pour objectiver le subjectif et que bien souvent, on va valider l'audace créative. Enfin, vous venez le chatouiller quand même. On vient le chatouiller, mais peut-être qu'ils ignorent ce besoin, mais ils en ont besoin. Et les chatouilles, c'est sympa. J'ai employé volontairement un terme mignon, mais on pourrait le dire autrement. Non, mais très concrètement, dernièrement, on est intervenu pour une grande banque française sur une campagne télé. Et on a travaillé en co-design avec une très grosse agence de publicité pour reformater le film pour qu'il soit plus efficace. Alors, moi, ça... commencer à y répondre, Alexandre, mais ce qui m'interpelle, et là aussi, on est dans un univers de gens qui font des messages, de l'image, du texte, peu importe, ça a un coût, et vous intervenez à un moment en venant chatouiller, et en remettant en cause des choses qui ont pu peut-être déjà être produites. Ça a un coût, tout ça. On parle là de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros. Tant pour le jeu vidéo, production de jeux vidéo, qu'effectivement pour le monde de la publicité, campagne marketing, etc. Vous venez chatouiller un endroit, vous êtes à un endroit de la chaîne de production et vous pouvez remettre en cause. Ça aussi, on peut... Enfin, naturellement, on vous fait la remarque, mais qui va payer ça et comment aujourd'hui vous arrivez à convaincre le fait que oui, il faut... Vous l'avez un peu présenté à travers des exemples, Alexandre, mais comment ça se passe au-delà des exemples, comment ça se passe avec les créatifs et avec l'annonceur, parce que c'est du budget? C'est une vraie question. Bon, nous, on est allé voir d'abord les annonceurs, pour commencer, parce que c'est ce client-là qui paye au final. Et finalement, quand même, l'annonceur nous dit moi, j'aimerais bien quand même que l'agence intègre vos process dans son process créatif. Parce que moi, je paye pour avoir une pub efficace. Bon, c'est pas facile, c'est pas si facile que ça, d'intégrer les process des agences de pub. On s'est ouvert aux agences de pub, on leur a expliqué notre démarche. Et bouger les lignes, c'est assez difficile. Hein. On s'est confronté à des attitudes très, très défensives. Pour autant, nous, les annonceurs, restent convaincus de nos interventions, de notre capacité à délivrer des conseils vraiment opérationnels que les agences de pub peuvent récupérer pour améliorer. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que s'ils ne nous font pas intervenir entre la première et la deuxième vague sur une diffusion télé ou en pré-test, ça va leur coûter très cher de pousser en achat d'espace un film qui n'est pas assez impactant. Ça coûte très cher. L'achat d'espace publicitaire représente à peu près 90% du budget d'une campagne publicitaire. Si on explique à l'annonceur qu'on peut réduire efficacement de 30 à 20 secondes son film sans nuire à l'impact de sa publicité, c'est pas neutre en termes de budget média. Et ça, les annonceurs l'ont compris. Aux agences médias et aux agences conseils de prendre le relais. Olivier, le merchandising, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est moins coûteux que la publicité, mais c'est quand même des investissements assez importants dans le monde du retail. En tout cas, nous, notre outil, c'est un outil d'aide à la décision. Après, c'est sûr qu'on s'adresse à des décideurs qui ont des pratiques depuis des dizaines ou des quinzaines d'années. Enfin, les questionnaires, ça fait même bien plus longtemps que ça que c'est pratiqué. Néanmoins, il y a une prise de conscience. Alors, ça vient bousculer peut-être des métiers établis, mais aujourd'hui, nous, notre solution, en tout cas, elle est facilement opérable. Ça réclame effectivement de se poser les questions différemment. Ça réclame aussi de poser ses hypothèses peut-être différemment aussi. Après, le retour sur investissement, il est aussi, comme le disait Alexandre, sur le côté portefeuille du client final. En termes de merchandising pour Intermarché, le fait d'avoir opté pour le scénario qui se dégageait de notre A/B testing, ça leur a permis d'économiser en production d'assets de merchandising, en visuel, en impression. Donc le retour sur investissement est réel pour le client.
en tout cas la marque finale. Après, il y a effectivement des métiers intermédiaires qui doivent intégrer cette dimension et se les approprier pour pouvoir aussi évoluer avec la technologie et avec la science. On parle de retour sur investissement. Restons sur cette... tout à l'heure, Olivier, vous avez parlé de monétisation des émotions. Là aussi, hein, je pourrais revenir à mes premières questions. Ça peut faire un peu peur. Quelle est la valeur de mes émotions? À qui vais-je les vendre et comment vont-elles être utilisées? Je ne reviens pas sur les problématiques, mais Laurent, l'académique que vous êtes, quand il entend parler de monétisation des émotions, qu'est-ce que ça génère chez vous? Monétisation des émotions. Je ne comprends pas bien la question. Monétisation. Non, nous, par rapport à l'exemple des publicités que tu as cité, Alex, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une pub qui a fait un sacré scandale, on va dire. C'est la pub Chanel avec Brad Pitt. Tu te souviens? Brad Pitt qui était tout seul devant une caméra, qui expliquait des trucs que personne ne comprenait en noir et blanc. Et je pense qu'on a dû le payer très cher. Et nous, ce qu'on dit, c'est que, en fait, si les gens de chez Chanel avaient demandé à Alex ou même à moi de tester avant de passer à l'antenne cette pub, je leur ai dit tout de suite, il ne faut pas le faire. Cette pub va avoir un effet négatif, contre-productif. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que Brad Pitt, c'est une icône du cinéma, et ils n'ont pas envie que leur mari soit une icône du cinéma, forcément. Puis deuxièmement, Brad Pitt, il est associé à une image de bad boy, un peu négative quand même. Et ces deux images, en fait, ne collaient pas du tout avec la publicité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est juste, plutôt que de dépenser des quantités d'argent phénoménales pour votre entreprise, faites un test avec Perception Média, vous verrez que l'impact publicitaire sur un petit échantillon peut vous éviter de faire un certain nombre d'erreurs. Et là, chez Chanel, ils sont revenus sur leur publicité, je sais pas, une semaine après, et puis ils ont tout modifié, quoi. À cette époque-là, on a eu l'occasion de discuter avec les gens de chez Chanel, et effectivement, la publicité a fait son petit effet jusqu'au conseil d'administration, qui a demandé de développer une vraie culture du test dans la maison. Pourtant, Brad Pitt est plutôt bankable auprès de la ménagère. Oui, mais il faut que ce soit en ligne avec les objectifs marketing, tout simplement. Utiliser un acteur qui est bankable parce qu'il est un bon acteur, un bon comédien, c'est peut-être pas suffisant. S'il s'agit d'incarner un parfum qui est ciblé féminin, qui a un historique, hein, c'était Chanel numéro 5, donc c'est pas un lancement de parfum, c'est un produit qui véhicule déjà beaucoup de valeurs, et peut-être que les valeurs incarnées par le personnage ne correspondaient pas aux valeurs incarnées par le produit. Il est 11h49, je voudrais juste faire une petite incise, nous sommes en période électorale. C'est du marketing, la politique aujourd'hui. Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet? Il y avait un article, il y a un éditorial dans Les Échos il y a 3 semaines. Est-ce qu'on vote avec sa raison ou avec ses émotions? Moi, j'ai pas la réponse. En tout cas, on va faire un panel la semaine prochaine, le lundi 20 mars, dans 6 jours, lors du débat, enfin, pas complètement démocratique, parce que je crois pas que tous les candidats seront représentés, pour voir effectivement l'activation émotionnelle ressentie, et puis dégager des métriques par thème abordé et par candidat. Moi, mon aspiration, c'est que je crois que personnellement, je vais plutôt voter avec la raison et les émotions, parce que les émotions aussi président à la prise de décision. Après, la politique spectacle, le repli sur soi. Enfin, aujourd'hui, la politique est assez inquiétante. Voilà, en tant que citoyen, je suis pas très à l'aise. Voilà. Vous avez travaillé sur le sujet, Alexandre, Guillaume? La recherche ne travaille pas sur le sujet? Non, moi personnellement non, mais bon, on sait très bien, dans le cadre des élections présidentielles en France, depuis De Gaulle, c'est ce qu'on dit, un président, c'est un peuple qui rencontre un homme ou une femme. On a essayé avec une femme une fois, vous vous souvenez, on l'a présenté un peu comme une diva, et ça n'a pas marché du tout. Et donc, effectivement, l'élection présidentielle, pour moi, la raison, elle est au second plan. Ce que cherchent les candidats, c'est vraiment un contact, une empathie avec les électeurs. C'est ça qu'ils cherchent. Ça se voit bien dans leur enfin, tous n'y arrivent pas vraiment. Hein. Il y a encore des progrès. Alors Laurent, vous nous disiez, du côté académique, du côté recherche, on est finalement sur une discipline qui a déjà
qui a déjà un certain temps, mais on est sur des solutions aujourd'hui pour les entreprises qui sont innovantes. Si vous prenez tous les quatre la boule de cristal, les étapes à venir, c'est quoi ? Alors, il faut dire quand même que la France, c'est un pays particulier, parce que si on se pose ces questions ici, chez nous, on ne se les pose pas ailleurs. Vous allez en Belgique, il y a des cabinets de neuromarketing. Cet après-midi, il y a Arnaud Pêtre qui parle. Ça se développe partout, dans toute l'Europe. Il faut juste qu'on ne prenne pas le train en retard, quoi. Moi, je suis souvent contacté par des grandes entreprises qui me demandent, effectivement, ils ne sont pas convaincus, mais des très grosses entreprises, hein, ils ne sont pas convaincus. Un exemple, un constructeur automobile me demande de tester un petit peu l'esthétique d'une voiture qui s'est très bien vendue, on ne comprend pas pourquoi, par rapport au segment, ça se vend très bien, on ne sait pas, peut-être que c'est le design. Alors on nous commande une étude, on fait une étude et on montre effectivement il y a des voitures, certaines voitures ont un design particulier qui attire le regard et qui laisse une trace. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est l'un des plus gros constructeurs d'automobiles de France. Je me suis rendu compte que j'étais dans un service qu'on appelle d'analyse sensorielle. Donc les mecs, le service analyse sensoriellement donc les produits qu'ils font. Mais les voitures sont conçues par un étage au-dessus, les designers. Et les designers, alors là, on n'y a pas accès. Donc on a réussi à convaincre que le service de marketing sensoriel, qu'effectivement il y avait des choses sur cette voiture qui étaient bien pensées, qu'il faudrait les reproduire ailleurs, changer quelques trucs pour améliorer encore. Mais par contre, les designers, eux, ils sont impénétrables. Ils sont pas convaincus du tout. Et ça, c'est vraiment très fort en France. Les grandes entreprises doutent complètement de ce qu'on leur propose. Il n'y a que les startups comme vous qui vous lancez là-dedans comme ça, quoi. Et sinon, les grandes entreprises hésitent énormément à utiliser les techniques que l'on défend, que l'on propose pour étudier leurs produits. C'est pas encore dans leur tête. Ça viendra peut-être, hein, on fait des efforts, la preuve, mais pour le moment, c'est pas acquis. Alexandre, Olivier, Guillaume, la boule de cristal, la suite. La mesure émotionnelle a de l'avenir si on obtient une implication des décisionnaires. Ça, c'est vrai. Comme le relevait Laurent à titre d'exemple avec ce constructeur automobile. Nous, on le voit aussi tous les jours. Au même titre que le big data, la data science et l'intelligence artificielle. C'est la même chose. D'ailleurs, il y a un pont à faire entre la data science et la mesure émotionnelle. Je pense que l'avenir, c'est de pouvoir transformer toutes ces mesures physiologiques en data, opérationnelles et normalisées, pour les gérer comme des data, à côté des autres data, des métadonnées, des data CRM, des data environnementales, etc., etc., pour pouvoir construire ce qui sera demain une vraie matrice analytique de la connaissance du consommateur et de son comportement. Et donc le prédictif. Et être plus prédictif encore qu'avant. Je pense également que l'avenir, c'est de passer par une forme de normalisation de ces informations, de ce flux de données physiologiques et de pouvoir avoir des métriques connues, éventuellement partageables selon les contextes et les individus. À partir de là, on gagne effectivement en reproductibilité et donc en fiabilité. Ouais. Oui, je suis absolument d'accord. Je pense que la question d'interopérabilité est clé dans cette normalisation. Une fois encore, l'interopérabilité, les meilleurs ça reste Google aujourd'hui et Apple, Samsung aussi en partie, mais en tout cas, et puis l'autre côté, l'autre pendant, c'est effectivement la big data. Tout comme la médecine, on passe d'une science de clinicien supportée par la data, elle devient une science de data supportée par des cliniciens. Je crois qu'on est aussi dans un univers où, si on se projette à 5 ans, en tout cas de notre point de vue, la mesure des émotions va certes servir toujours d'outil d'aide à la décision pour générer des expériences ou des messages qui soient plus percutants pour leur audience. Mais c'est aussi l'entrée dans des univers bioresponsives. En premier lieu, la réalité virtuelle qui va réagir en temps réel à ce que vous ressentez. Donc des expériences démultipliées dans des univers absolument dont on n'imagine pas encore aujourd'hui l'impact. Pour ceux qui n'ont pas encore testé la VR, je vous adjoins de le faire. Et puis
un univers digital, puisque tout est numérique autour de nous, depuis votre espace domotique, depuis votre véhicule, des systèmes auto-adaptatifs qui vont s'adapter, pas seulement à ce que vous pensez, mais aussi à ce que vous ressentez. Moi, c'est ça que je vois. Ok, le meilleur des mondes? On se bat pour, en tout cas. Il me reste à vous remercier. Voilà, il n'y a pas eu de questions dans le public. Je ne sais pas si cette application fonctionne. Donc, du coup, je préfère effectivement vous rendre disponible. Et voilà, pour les spectateurs qui puissent vous rencontrer, vous poser des questions. Merci, messieurs. Merci. Et bonne suite pour le salon comme en Nordé.